L'histoire commence au cœur d'un dangereux donjon où 3 puissants aventuriers viennent tout juste de terminer une bataille intense. En travaillant ensemble, ils ont réussi à vaincre des centaines de démons et ont même forcé le roi démon à battre en retraite. L'un des guerriers, nommé Goran, est extrêmement fier de ce qu'ils ont accompli. Même s'ils n'ont pas réussi à tuer le roi démon, il pense qu'ils lui ont infligé suffisamment de dégâts pour le laisser grièvement blessé. Le héros blond, nommé Eric, est d'accord avec lui. Il affirme que les blessures qu'elle lui ont causées devrait en suffire à empêcher le roi démon d'attaquer à nouveau pendant un bon moment. Le troisième membre du groupe, un mage nommé Luck, semble beaucoup moins intéressé par la célébration de leur victoire. À la place, il continue de fixer l'un des bras sectionnés du roi démon, coupé pendant le combat. Goran et Eric disent à Luck d'arrêter de s'inquiéter pour ce bras et de simplement profiter du fait qu'ils aient survécu. Il le taquine en plaisantant, disant que son obsession pour des choses étranges comme celle-ci est probablement la raison pour laquelle il n'a toujours pas trouvé de petit ami. Changeant de sujet, Eric dit qu'il devrait se dépêcher de rentrer car la bataille lui a fait manquer la naissance de son enfant. Luck entend cela et répond que ce sont précisément des moments comme celui-là qui expliquent pourquoi il a choisi de rester célibataire, mais Eric et Goran ne sont immédiatement pas d'accord avec lui. Ils expliquent qu'avoir une famille ne devrait jamais être considéré comme un fardeau. Pour eux, c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'une personne puisse recevoir. Avant que la conversation puisse continuer, un grand groupe de démons apparaît soudainement et entoure les 3 aventuriers de tous les côtés. Luck étudie rapidement la situation, il comprend immédiatement qu'après tout ce qu'ils ont déjà traversé, ils n'ont aucune chance de remporter un autre combat direct dans leur état d'épuisement. Sans perdre une seconde, Luck crée 3 cercles magiques en même temps. Il dit alors à Goran et Eric de tout lui laisser et de s'enfuir tant qu'ils le peuvent encore. Eric et Goran lui crient immédiatement dessus, ils lui disent d'arrêter de dire de telles absurdités car il n'est pas question qu'ils l'abandonnent. Luck ne discute pas avec eux, à la place, il lance silencieusement une barrière de terre. Un immense mur de terre surgit soudainement entre eux, emprisonnant Eric et Goran à l'extérieur du champ de bataille, tout en laissant Luck seul face aux démons. Eric et Goran frappent désespérément la barrière et crient à Luck d'arrêter cette folie. Cependant, Luck refuse de les écouter. Il leur rappelle calmement qu'ils ont tous les deux des familles qui les attendent à la maison. C'est précisément pour cela qu'ils doivent survivre, même si cela signifie le laisser derrière eux. Alors que les démons se runent vers lui, Luck libère un sort d'énergie qui traverse la première vague et les abat sur le champ. Debout au-dessus des corps, il reconnaît la vérité inconfortable. Il est déjà en train d'atteindre la limite de ses forces, tandis que les démons ne montrent absolument aucun signe d'arrêt. La situation empire brutalement lorsque la générale démoniaque se matérialise soudainement, l'attrape par la gorge et commence à absorber directement sa force vitale. Lorsqu'elle le jette de côté et s'avance lentement vers lui, s'attendant clairement à l'achever, Luck retourne sa propre technique contre elle. Il utilise la même compétence d'absorption de mana contre elle et l'exorcise sur le champ. Une telle adaptation instantanée n'est possible que grâce à une capacité d'apprentissage unique que possède Luck, lui permettant d'absorber et de reproduire n'importe quel sort utilisé contre lui. Ce qui suit, ce sont plusieurs mois passés à combattre dans ce même donjon, massacrant des démons sans fin. Chaque fois que l'épuisement le rattrapait, Luck lançait un sort appelé marionnette, une technique qui permet à son corps de continuer à se battre seul pendant qu'il dort, lui donnant la possibilité de récupérer sans jamais s'arrêter complètement. Après des mois de ce cycle, Luck commence à se demander s'il a enfin vidé l'endroit de tous ses démons. Puis le roi démon revient soudainement et lui lance une énorme boule de feu droit dessus. Luck dresse une barrière et absorbe l'attaque, sincèrement stupéfait que le roi démon ait récupéré aussi rapidement après la raclée qu'il avait reçue la dernière fois. Il fonce sur lui et tente d'utiliser son toucher drainant, mais le roi démon riposte avec une barrière invisible qui absorbe entièrement la compétence. À partir de là, Luck se retrouve progressivement submergé et la situation atteint un point critique lorsque la lame maudite du roi démon brise complètement son épée. Privé d'armes, Luck abandonne le combat rapproché et se tourne entièrement vers la sorcellerie, lançant simultanément son feu infernal, emprisonnant et son toucher drainant. Les deux attaques touchent en même temps, plaçant le roi démon dans une situation impossible. Il peut soit brûler vif dans le feu infernal, soit voir sa force vitale être consumée par le toucher drainant. Il n'a aucune bonne réponse face à cela. Une explosion aveuglante s'ensuit et lorsque la lumière finit par se dissiper, Luck se relève difficilement du sol et observe la situation. Le roi démon est vaincu, il laisse échapper une discrète célébration, prend la lame maudite comme récompense et se dirige vers la surface. Une fois arrivé là où il réalise rapidement qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve réellement. En plus de cela, sa carte d'aventurier a été réduite en cendres quelque part pendant les combats, le laissant complètement
sans argent et sans aucune pièce d'identité. Après cela, il se rend à la capitale royale. Dès son arrivée, les gardes l'arrêtent et lui reprochent de se promener nu. Ils finissent alors par lui donner de nouveaux vêtements à porter. Sa première pensée est d'aller directement chez Goran. Lorsqu'il arrive, il est choqué par la taille immense du manoir. Il demande immédiatement à voir Goran, mais le majordome refuse, supposant que Luck n'est qu'un autre fan cherchant à le rencontrer. Après cela, Luke décide de se rendre à la guilde des aventuriers afin de faire rééditer sa carte de guilde. En chemin, toutefois, il remarque une statue de pierre dressée au milieu de la ville qui n'était pas là auparavant. Il demande à un passant de qui il s'agit et l'homme est stupéfait que Luck ne reconnaisse pas la personne représentée. Il explique que la statue représente Saint Luke, le héros célèbre qui s'est battu dans le donjon afin de contenir les démons pendant une décennie entière. Luck réalise soudainement que la statue est à son effigie et que tout le monde a dû croire qu'il était mort dans le donjon, ce qui explique pourquoi ils l'ont construite en son honneur. Il est également surpris d'apprendre qu'il a passé 10 ans à combattre là-bas sans même s'en rendre compte. Après cela, il finit enfin par se rendre à la guilde des aventuriers où Goran le reconnaît immédiatement. Goran l'emmène dans l'arrière-salle, le serre dans ses bras et pleure de joie en lui disant à quel point il est heureux qu'il soit revenu vivant. Luck commence alors à dévorer des gâteaux car cela fait si longtemps qu'il n'a pas mangé de vraie nourriture. Finalement, Goran lui retire les gâteaux, insistant sur le fait qu'il doit plutôt manger de la bouillie de riz afin de garder une alimentation équilibrée. Eric arrive ensuite avec panache, portant lui-même la bouillie de riz et dit à Luck à quel point il est heureux de le revoir. Luck lui répond simplement de se calmer, disant que la vue d'un homme adulte en train de pleurer ne lui plaît pas vraiment. Mettant cela de côté, Eric remarque que lui et Goran ont visiblement vieilli, tandis que Luck, étrangement, semble plus jeune qu'avant. Luck jette un regard à son reflet et réalise que c'est vrai, il a réellement rajeuni. Il suppose que cela doit être le résultat de l'absorption de la force vitale du roi démon après l'avoir vaincu. Goran et Eric restent complètement sans voix lorsqu'ils apprennent que Luck a réellement vaincu le roi démon. Eric explique que le royaume s'est occupé de préparer son armée au cas où le roi démon reviendrait un jour, mais puisque Luck l'a déjà battu, il est désormais évident qu'il mérite une forme de récompense. Ce qui surprend le plus Luck, c'est le moment où Goran l'appelle « Votre Majesté ». Goran explique qu'Eric est devenu roi après que l'ancien roi a décidé qu'il méritait le trône, puisqu'Eric était un noble ayant participé à repousser le roi démon. Ayant lui aussi pris part à ce même combat, Goran a fini par être nommé grand maître de la guilde des aventuriers. En plus de cela, Luck apprend également qu'Eric lui avait accordé un titre de noblesse pour le rôle qu'il a joué dans le recul du roi démon. C'est pour cette raison que la statue avait été construite, car tout le monde pensait qu'il était mort au combat. En entendant cela, Luck se demande si le fait d'être vivant pourrait maintenant causer des problèmes, puisque tout le royaume croit qu'il est mort. Goran et Eric comprennent tous les deux son point de vue, alors Luck décide de laisser le monde continuer à croire que Saint Luck est mort, tandis qu'il recommence tout depuis le début en tant qu'aventurier ordinaire. Goran se demande si cela ne risque pas d'être beaucoup trop ennuyeux pour quelqu'un de son niveau, étant donné qu'il est un sorcier de rang S. Mais Luck lui répond que tout ira bien, car il a toujours aimé les bonnes aventures. Il ne faut pas longtemps à Goran pour lui obtenir une nouvelle carte d'aventurier, cette fois sous le nom de Locke au lieu de Luck. Ses véritables statistiques sont également cachées sur la carte, donc aux yeux de tous, il ne semble être qu'un aventurier ordinaire de rang F. Le lendemain, alors que Locke se dirige vers la guilde, une jeune fille blonde l'aperçoit de loin et l'observe avec une curiosité silencieuse, se demandant qui il peut bien être. Locke arrive peu après à la guilde et est présenté à la réceptionniste, Aaron. Il lui dit qu'il souhaite accepter une quête d'extermination de gobelins, mais elle le lui déconseille, pensant qu'il n'est qu'un débutant inexpérimenté qui risque de se faire tuer. C'est alors qu'un groupe d'aventuriers l'interpelle et lui propose de faire équipe avec eux pour la quête. Aaron trouve que l'idée est bonne et appose rapidement son approbation. À l'extérieur, les deux aventuriers se présentent sous les noms d'Ario et Ginny. Ario est un mage, tandis que Ginny est une archère. Locke se présente simplement comme un guerrier, et une fois cela réglé, tous les trois partent en direction de la cachette des gobelins. En chemin, Locke remarque que Ginny est une éclaireuse réellement compétente. Elle reste près de la piste et l'interprète avec un instinct affûté, repérant rapidement des détails que les autres pourraient pas manquer. Pour cette raison, elle ne lui semble pas être quelqu'un qui mérite réellement un rang F. Malgré cela, Ginny semble avoir sous-estimé le nombre de gobelins auxquels ils ont affaire, car ni elle ni Ario ne remarquent une série d'empreintes camouflées. Les gobelins ne sont pas assez intelligents pour dissimuler leurs propres traces, ce qui signifie que quelque chose d'autre, quelque chose de plus intelligent, les dirige probablement. Locke envisage brièvement de prévenir les deux autres, mais décide de ne pas le faire. Puisqu'il les entraîne essentiellement, il veut qu'ils apprennent de leurs propres erreurs et qu'ils grandissent
grâce à cette expérience. Ils finissent par atteindre l'entrée de la grotte des gobelins et après avoir observé les environs pendant un moment, Locke propose de prendre la tête pendant qu'Ario et Ginny assurent un tir de couverture depuis l'arrière. En travaillant ensemble, le groupe parvient à abattre plus de 30 gobelins, même si l'effort commence clairement à épuiser Ario et Ginny, qui manquent tous deux de mana et de flèches. En remarquant cela, Ario suggère qu'ils se replient et battent en retraite, et Locke reconnaît que c'est la bonne décision. Mais à ce moment-là, un rugissement profond résonne dans la grotte. Le seigneur gobelin s'est réveillé. Locke trouve toute cette situation étrange car les gobelins ont montré un niveau de coordination inhabituel depuis le début, presque comme si quelqu'un les dirigeait depuis l'ombre. Alors que le seigneur gobelin se prépare à attaquer, une jeune fille bête apparaît soudainement de nulle part, se jetant dans le combat et ordonnant au seigneur gobelin de ne pas se mettre en travers de son chemin. Furieux après sa provocation, le seigneur gobelin balance son énorme massue en direction de la fille bête. Celle-ci esquive l'attaque avec une grâce agile, puis frappe son épaule avec sa lame. Cependant, la chair cuirassée du monstre est trop épaisse pour qu'elle puisse la trancher. Comprenant qu'un combat difficile l'attend, elle ordonne au groupe de Locke de s'enfuir pendant qu'il en est encore temps. Locke demande à Ario et Ginny de partir les premiers et tous les deux acquiescent. Il se demande s'il pourra s'en sortir seul, mais il semble davantage préoccupé par leur sécurité. Locke avertit les deux aventuriers de rester sur leur garde face à d'éventuelles attaques surprises sur le chemin du retour. Alors qu'ils s'éloignent, Locke félicite Ario d'avoir choisi de partir au lieu de rester par loyauté envers ses compagnons. S'il était resté, il n'aurait été qu'un poids mort dans un combat largement au-dessus de son niveau. Pendant ce temps, alors que la fille bête lutte contre le seigneur gobelin, Locke lui demande nonchalamment si elle a besoin d'aide. Furieuse qu'il ait ignoré son avertissement et refusé de fuir, la jeune fille lui dit de faire ce qu'il veut. Cependant, elle lui ordonne de rester à l'écart du combat, car elle ne fait pas confiance à ses capacités. Locke observe son affrontement, visiblement ennuyé par le manque d'action. Il lui dit qu'elle est en train de perdre face au gobelin, ce qui blesse sa fierté. Elle se demande si Locke pense qu'elle est plus faible que le monstre, mais il lui explique qu'il parlait en réalité de son épée. Comme pour lui donner raison, l'arme de la fille bête se brise soudainement sous les assauts incessants du seigneur gobelin. La voyant apparemment désarmée, Locke lui demande si elle est désormais prête à accepter son aide. Cependant, elle refuse encore et lui ordonne de sortir de la grotte. Elle dégaine une autre épée de son fourreau et fonce sur le seigneur gobelin, bien décidée à le vaincre avec cette nouvelle arme. Soudain, son élan est immédiatement brisé lorsque le seigneur gobelin lui arrache l'épée des mains d'un coup. Cette fois, Locke décide d'arrêter de jouer et se jette directement dans la bataille. La jeune fille le regarde avec stupeur, tandis qu'il affirme avec assurance qu'il va détruire le monstre à lui seul. Le seigneur gobelin pousse alors un rugissement destiné à paralyser Locke, ce qui pousse la fille à se couvrir les yeux. Cependant, Locke reste totalement insensible à l'attaque et découpe le gobelin en 4 morceaux d'un seul coup. En voyant cet étrange homme vaincre un monstre aussi puissant comme si ce n'était rien, la fille bête commence soudainement à éprouver des sentiments pour Locke, ses instincts de guerrière étant éveillés par sa virilité. Cependant, lorsqu'il lui demande si elle va bien, elle ressent une certaine peur envers lui. Elle se présente ensuite comme Sia, la fille du chef de la tribu des hommes bêtes de l'Est. Elle le remercie sincèrement de lui avoir sauvé la vie avant de lui demander qui il est. Locke affirme soudainement qu'il est de rang F, alors elle ne le croit évidemment pas. Il lui montre ensuite fièrement sa carte d'aventurier de rang F. En voyant cela, Sia n'a d'autre choix que d'accepter la réalité. Cependant, elle se demande pourquoi il semble si heureux d'être tout en bas de l'échelle. Il ignore ses inquiétudes et lui demande quel est son rang d'aventurière. Sia révèle qu'elle est de rang B et s'excuse de lui avoir demandé de partir plus tôt. À ce moment-là, elle ignorait totalement qu'elle parlait à quelqu'un d'infiniment plus fort qu'elle. Comprenant qu'elle s'inquiétait simplement pour une personne qui paraissait faible, Locke la rassure en lui disant que cela ne le dérange pas. Il lui demande ensuite quel genre de monstre se trouve tout au fond du donjon. En entendant cette question, Sia reste sans voix car l'identité du boss du donjon était censée rester secrète. Bien que Sia tente d'abord de le lui cacher, Locke perce facilement ses mensonges à jour. Voyant qu'elle refuse de révéler son secret, il se retourne et commence à s'enfoncer davantage dans la grotte. Sia lui demande ce qu'il est en train de faire et il lui répond qu'il prévoit de vaincre le boss final à lui seul. Même si Locke n'a été engagé que pour une petite mission consistant à exterminer des gobelins, il craint que le boss final du donjon ne fasse du mal aux habitants des environs. En entendant ces paroles, Sia lui
lui dit soudainement que le boss final n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Pour une raison quelconque, elle oublie complètement que son identité était censée rester secrète. Elle révèle que le boss final est un cruel seigneur vampire, bien supérieur au seigneur gobelin. Locke reconnaît que les vampires sont des ennemis beaucoup plus gênants. Cependant, il se rappelle que Sia essayait de nettoyer le donjon, alors il se demande si elle envisageait sérieusement d'affronter le vampire toute seule. Il lui rappelle qu'un vampire est une créature extrêmement puissante et qu'une personne comme elle n'a aucune chance d'en vaincre un sans aide. Sia sait qu'il a raison, mais elle affirme qu'il est de son devoir de vaincre le vampire. Locke acquiesce et recommence à marcher, ce qui la déçoit. Désireuse de raconter son histoire, elle se met à parler même s'il ne lui a rien demandé. Quelque temps auparavant, la tribu de Sia affrontait tout un clan de vampires. Même s'ils étaient parvenus à en vaincre la majorité, l'un d'eux avait survécu et grièvement blessé son père. Il avait ensuite pris la fuite avant de disparaître dans cette grotte. Dans la tribu des hommes bêtes, laisser un ennemi s'échapper est considéré comme une immense honte. Sia souhaite donc venger son père blessé en éliminant elle-même le vampire. Locke lui demande si son honneur sera tout de même restauré si elle accepte son aide. Sia lui explique que ce sera le cas, même si elle reçoit de l'assistance. Il lui tend alors son épée pour remplacer celle qui s'est brisée. Sia paraît confuse, car cela le laisserait sans armes, mais Locke affirme qu'il se bat mieux à main nue. Au début, elle pense qu'il dit seulement cela pour se montrer attentionné envers elle, mais il se met ensuite à massacrer un groupe de gobelins comme s'ils étaient faits de papier. Sia est stupéfaite par l'incroyable force de Locke, sans savoir qu'il a développé une puissance physique et des compétences en arts martiaux extraordinaires, après avoir été forcé de survivre pendant une décennie entière contre l'armée du Seigneur Démon. Grâce à l'aide de Locke, ils atteignent rapidement la dernière salle du donjon. Là-bas, le Seigneur Vampire éclate d'un rire sinistre en sentant la présence de Sia. Il rappelle à cette fille naïve que même son puissant père n'a pas été capable de lui infliger la moindre égratignure et qu'elle n'a donc aucun espoir de poser ne serait-ce qu'un seul doigt sur lui. Sia s'enrage en entendant ces paroles, tandis que le Seigneur Vampire se prépare à l'abattre. Après l'avoir observé de près, Locke comprend que le vampire a délibérément manipulé les gobelins des environs afin de leur donner une apparence faible dans le but d'attirer des aventuriers à l'intérieur de la grotte et d'absorber leur force vitale. Le vampire est impressionné par son sens de la déduction, mais il ne pense pas grand-chose de la puissance de Locke. Il souligne que, même si la magie vampirique ne fonctionne pas sur les hommes bêtes, ses sorts lui permettent de contrôler l'esprit d'un humain. En entendant cela, Sia comprend qu'elle a commis une grave erreur en entraînant Locke dans ses problèmes. Bien que Sia tente de l'avertir, Locke commence à avancer vers le Seigneur Vampire comme s'il était plongé dans une transe. Tandis que Sia s'en veut d'avoir mis sa vie en danger, le vampire se met à jubiler, persuadé d'avoir déjà gagné. Il provoque Sia en lui demandant si elle préfère mourir de la main de son ami ou de la sienne. Le vampire continue de fanfaronner, mais soudain, Locke lui assène un violent coup de poing en plein visage. Après avoir été brutalement remis à sa place, le vampire se demande pourquoi sa technique spéciale n'a pas fonctionné. Locke lui explique simplement qu'il possède une grande résistance aux altérations mentales, mais cette réponse ne le satisfait pas. Le vampire affirme qu'il est impossible qu'un humain puisse résister à l'attaque d'un seigneur vampire. En entendant cela, Locke révèle que le prétendu seigneur vampire n'est en réalité qu'un vampire inférieur qui se donne des airs de grandeur. Cette remarque met le vampire hors de lui et il fonce furieusement sur Locke, seulement pour être projeté contre un mur d'un puissant coup de pied. Locke continue de se moquer de lui en le traitant de sous-vampire, poussant le monstre à tenter de défendre son honneur. Même s'il attaque avec des tentacules de ténèbres, Locke les esquive facilement et utilise un cercle magique de haut niveau pour accélérer considérablement son corps. En un clin d'œil, il apparaît juste devant le vampire et utilise son toucher drainant pour absorber toute son énergie. Après sa défaite, le Seigneur Vampire se demande qui est réellement Locke. En guise de réponse, l'aventurier tout sourire affirme qu'il n'est qu'un aventurier de rang F quelconque. Soudain, le vampire déclare que Locke vient de s'infliger une puissante malédiction en le battant. Bien qu'il ne croie pas ses paroles, Sia se précipite et tranche son corps en deux avec l'épée de Locke. Le vampire est stupéfait de constater qu'il ne peut pas régénérer son corps après avoir été frappé par cette lame. Dans ces derniers instants, il avertit Sia qu'elle vient de faire quelque chose d'irréversible à son médaillon. Sia rend son épée à Locke en lui expliquant qu'elle a libéré une étrange puissance lorsqu'elle a tranché le vampire. Il prétend qu'elle a dû l'imaginer puisqu'il ne peut évidemment pas lui révéler qu'il s'agit de l'épée du Seigneur Démon déchu. Sia fouille ensuite le sol et découvre un médaillon maudit laissé tomber par le vampire. Elle lui explique que chaque personne tuée ou absorbée par le vampire libère une énergie de ressentiment qui nourrit le pouvoir de malédiction contenu dans le médaillon. Locke se demande pourquoi aucun vampire ne possédait ce genre de médaillon 10 ans auparavant. Soudain, le vampire éclate de rire avec le peu de force qui lui reste. Maintenant que son médaillon est
exposé au monde, il affirme qu'il ouvrira un portail vers la dimension obscure. En entendant cela, Locke devient enfin sérieux. Le vampire se vante que ses prétendus dieux obscurs détruiront la Terre en traversant le portail, ce qui rappelle à Locke que la faille dimensionnelle était exactement l'endroit où il est resté piégé à combattre pendant 10 ans. À l'époque, les humains n'avaient découvert aucun moyen de pénétrer dans le portail depuis leur monde. Lorsque le Seigneur Démon avait lancé son attaque depuis ce portail, Locke et ses amis s'y étaient jetés. Cependant, le passage s'était ensuite refermé de leur côté. À cause de cela, Eric et Goran n'avaient pas pu revenir le sauver après s'être échappés de la dimension. Soudain, Locke tranche le médaillon en deux et absorbe le pouvoir maudit qu'il contient. Le vampire est horrifié, incapable de croire que quelqu'un puisse absorber une malédiction aussi puissante sans subir le moindre effet secondaire. Locke lui explique que, même si le portail s'était ouvert, aucun démon n'en serait sorti. La raison est évidemment Locke lui-même, puisqu'il a déjà exterminé tous les démons qui se trouvaient à l'intérieur. Après avoir entendu cela, le vampire comprend enfin que Locke a utilisé l'épée du Seigneur Démon pour absorber la malédiction, et il fait rapidement le rapprochement. Il se demande alors si Locke est le légendaire grand sage Locke. Cependant, Locke le fait taire avant qu'il puisse en révéler davantage. Malheureusement, Sia l'a déjà entendu, et le secret est désormais dévoilé. Locke s'excuse d'avoir brisé le médaillon, Sia lui répond que cela ne la dérange pas, puis tous les deux commencent à quitter le donjon. Elle se demande si Ario et Ginny vont bien, mais Locke a confiance en leur capacité. Soudain, Sia s'arrête en réalisant qu'elle vient de l'appeler par son prénom. Locke s'immobilise, stupéfait par ses paroles. Elle lui demande alors s'il est réellement le sage légendaire, et Locke lui demande de garder le secret. Elle sourit, ravie de pouvoir conserver le secret d'une personnalité aussi importante. Plus tard, ils remettent les matériaux récupérés sur les monstres à la guilde des aventuriers. La réceptionniste est surprise par l'énorme montagne de ressources, alors Locke et son groupe lui expliquent simplement que le donjon contenait davantage de gobelins que d'habitude. En entendant cela, la réceptionniste présente ses excuses au nom de la guilde pour avoir mal évalué la difficulté de la mission. Plus tard, Sia remercie encore une fois Locke pour toute son aide. Il sourit et lui demande si, en échange, elle peut partager les informations de sa tribu concernant les vampires. Même s'il a réussi à vaincre le seigneur vampire aujourd'hui, il craint que d'autres vampires n'utilisent des méthodes inconnues pour replonger le monde dans le chaos de la faille dimensionnelle. Sia sourit et lui demande s'il peut parler directement à Goran. Locke acquiesce, alors elle lui demande d'avertir Goran afin qu'il reste attentif aux agissements des vampires. Elle lui tend ensuite la moitié de son médaillon. Lorsque Locke lui demande pourquoi, elle lui explique que cela servira de preuve pour convaincre Goran de surveiller les vampires. Locke accepte le fragment, puis Sia s'en va. Il l'apporte ensuite à Goran, qui semble extrêmement inquiet après la disparition de Locke pendant 3 jours entiers. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un s'approche discrètement de la pièce pour écouter leur conversation en secret. Après avoir rappelé à Goran qu'il n'est pas sa mère, Locke lui explique que le Seigneur Démon n'était en réalité qu'un simple pion utilisé par les prétendus dieux obscurs. Goran se demande alors de quel matériau le médaillon est fait. Malgré ses compétences de sorcier, Locke est lui aussi incapable d'identifier la matière. Il suggère de le montrer à un alchimiste et Goran accepte d'y réfléchir. Alors que Locke se tourne pour partir, Goran le remercie sincèrement d'avoir protégé les aventuriers débutants Ario et Ginny. Locke accepte ses remerciements et quitte les lieux, mais il ne tarde pas à heurter une jeune fille. Il se demande qui elle est, alors Goran commence à la présenter comme sa fille, Chalice. Cependant, elle s'en va avant qu'il puisse en dire davantage. Locke se demande si Chalice le déteste, mais Goran lui explique qu'en réalité, c'est son propre père qu'elle déteste. Depuis son enfance, Chalice rêve de devenir aventurière. Bien qu'elle ait obtenu une aptitude de rang B, Goran a refusé de la laisser suivre cette voie, craignant qu'elle ne se blesse à cause de son manque d'expérience. Locke lui rappelle qu'on ne peut acquérir de l'expérience que dans le monde réel, mais Goran refuse de laisser sa fille sortir avant d'avoir consulté sa femme, qui se trouve actuellement en voyage dans un pays étranger. Il demande ensuite un service à Locke. Goran lui explique que lorsque sa fille aura 15 ans, elle sera considérée comme adulte et pourra devenir aventurière de son propre chef. Pour cette raison, il espère que Locke pourra garder un œil sur elle lorsqu'elle finira inévitablement par s'échapper. Le lendemain, Locke observe Chalice s'entraîner à l'épée, agacé à l'idée de devoir désormais jouer les babysitters. Cependant, Chalice se montre encore plus irritée lorsqu'elle le surprend en train de la regarder. Plus tard, alors que Locke déjeune dans le manoir de Goran, Chalice entre dans la pièce et s'assoit en face de lui. Sous son regard intense, Locke se sent mal à l'aise et s'attend à recevoir une insulte ou à être rejeté. À la place, elle l'accuse soudainement d'être le fils illégitime de son père, ce qui pousse Locke à briser sa tasse de thé sous le choc. C'était la fin du 2e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 3.